Vous vous souvenez du Karcher de Sarkozy? Eh bien cette semaine, nous avons eu la place nette XXL d'Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien depuis Lille et on se retrouve pour un nouveau numéro de l'actu. Alors cette semaine, vous l'avez vu, Macron s'en est allé à Marseille avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour une grande opération baptisée Place Nette XXL contre le trafic de drogue. Place Nette XXL, ce pourrait être un nouveau numéro de l'émission W9 Enquête d'action, avec surtout beaucoup de caméras et une opération de police qui visait en réalité davantage à faire la publicité du chef de l'État, venu en chef de guerre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. En réalité, disons-le tout de suite, les opérations de police et de démantèlement des trafics de drogue qui marchent le mieux sont celles qu'on voit et qu'on entend le moins, c'est-à-dire à rebours d'une opération de communication comme celle-ci. Au total, le bilan des courses, évidemment c'est pas mal d'interpellations, une centaine, mais c'est 8 kilos de cannabis saisis et 300 grammes de cocaïne, ce qui est assez ridicule quand on sait quelle est l'ampleur du trafic. C'est l'occasion d'interroger véritablement la politique française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. D'abord, la France a une politique tout à fait spéciale, si on la compare à ce que font nos voisins européens. Vous avez peut-être vu notamment que le Portugal a eu d'excellents résultats en matière de baisse de la consommation de drogue depuis qu'ils ont assoupli leur législation et mené de véritables politiques de santé publique. La consommation d'héroïne, par exemple, a chuté au Portugal et de nombreux pays font des expérimentations. Par exemple, l'Allemagne s'apprête dès le 1er avril à légaliser le cannabis. Mais en France, on fait un autre choix, c'est celui d'une politique du chiffre qui est imposée à la police, qui est complètement suroccupée par les questions de drogue et en particulier de cannabis, et une politique qui est très court-termiste. Et en réalité, on le voit bien, quand on met fin à un trafic, tout de suite après un point de deal démantelé, il se recrée autre part. C'est donc inefficace à la fois du point de vue de la sûreté, dans les quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue, mais aussi et surtout sans doute du point de vue sanitaire, compte tenu des dégâts que cause l'usage de drogue. Alors évidemment, à la France Insoumise, nous avons des propositions à faire. En matière de police, nous pensons que la politique du chiffre, en réalité, n'a pas d'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des résultats quand vous interpellez le petit consommateur, ce qui fait que vous ouvrez un dossier qui est immédiatement clos, puisque en réalité, dès que l'affaire s'ouvre, vous la fermez dans le même temps, puisque de fait, il n'y a pas d'enquête, il y a une consommation de stupéfiants, c'est un flagrant délit en quelque sorte. La politique en matière de lutte contre la drogue nécessite beaucoup de moyens humains, notamment des services de renseignement, et nécessite qu'on mette le paquet sur la police judiciaire qui a été mise en grande difficulté, notamment par la réforme de Gérald Darmanin. Darmanin qui est en guerre contre la drogue depuis 5 ans, et donc on se pose la question de savoir pourquoi il y a encore besoin d'opérations de ce type 5 ans après, si la lutte contre la drogue était réellement efficace. Nous pensons, en plus des moyens de police judiciaire, des moyens de renseignement pour démanteler les gros réseaux et les trafics, nous pensons que la question de la drogue doit être abordée autrement. Aujourd'hui, le consommateur est pénalisé et criminalisé. On a d'ailleurs entendu Dupond-Moretti dire sur un plateau de télé cette semaine que le petit pétard du samedi soir avait le goût du sang séché sur le trottoir. Alors, ça fait belle punchline, mais ça ne fait pas une politique efficace en matière de lutte contre la drogue et ni d'accompagnement des usagers de drogue qui doivent être appréhendés de notre point de vue davantage comme des personnes à accompagner, des malades, que comme des criminels. Dans beaucoup de pays européens, la drogue, c'est la compétence du ministère de la Santé, pas du ministère de l'Intérieur. Et en France, c'est le tout répressif, la criminalisation à outrance, avec des résultats qui sont nullissimes, puisque nous sommes un des pays d'Europe qui consomment le plus de drogue. Nous pensons que les usagers de drogue doivent être considérés, je l'ai dit, comme des malades, des personnes à accompagner par le système de santé. Nous sommes favorables à la dépénalisation de l'usage de drogue, à ne pas confondre avec les gros trafiquants et les dealers. Nous pensons qu'il faut des dispositions et des dispositifs pour permettre d'accompagner ces personnes. De la même manière, le cannabis occupe, je l'ai dit, l'essentiel de l'activité des policiers. Beaucoup de places également qui engorgent les tribunaux. Et on voit bien que les pays qui ont fait le choix de la légalisation obtiennent de meilleurs résultats en termes de baisse de la consommation. Légaliser le cannabis, ça ne veut pas dire accroître son usage. Ça veut dire contrôler les produits, ça veut dire mener de véritables politiques de santé publique et surtout, ça veut dire tarir le trafic. Car vous imaginez bien que le petit consommateur de joint qui aurait la possibilité de se fournir un produit contrôlé par l'État dans un cadre légal le ferait sans doute davantage qu'il n'irait alimenter le trafic et le marché noir. Et puis surtout, disons-le, les produits en tant que tels ne sont plus les mêmes qu'avant. Le cannabis d'aujourd'hui est hyper concentré en THC.
on est très loin de l'herbe ou du hashish d'il y a 30 ou 40 ans. Ce sont des produits qui clairement sont devenus des drogues dures compte tenu des concentrations en THC. Il faut que l'État puisse prendre la main aussi pour que notamment les plus jeunes ne tombent pas dans la drogue avec des produits et notamment un cannabis qui est hyper puissant. Nous pensons donc que sur la lutte contre le trafic de drogue, comme sur la question sanitaire, une autre politique doit être engagée. Plus de moyens humains pour la police, des services de renseignement, un retour de la police de proximité, des opérations de long terme plutôt que la politique du chiffre d'une part, une dépénalisation de l'usage de drogue d'autre part et la légalisation du cannabis, comme le font nos voisins allemands le 1er avril. Et puis ensuite, puisqu'on parle de place nette, il y a une opération place nette dans ces quartiers qui a déjà été réalisée, c'est l'opération place nette au service public. Des écoles qui ferment, des hôpitaux qui ferment, des crèches, des associations, un tissu associatif qui a été considérablement affaibli depuis notamment la fin des contrats aidés. Vous savez, si le gouvernement, depuis des années, en réalité, laisse faire le trafic de drogue, c'est parce qu'ils sont complètement à la ramasse pour offrir des perspectives aux jeunes de ces quartiers. C'est vrai qu'il faut avoir quelques arguments quand on s'oppose à un trafic qui permet à certains de gagner 200, 300 € la journée, parfois même des milliers d'euros. Il faut offrir des perspectives en matière d'emploi, d'insertion. Or aujourd'hui, ça n'est pas fait et ils sont incapables de mener des politiques qui puissent véritablement mettre fin au chômage de masse que nous avons dans notre pays. Voyez aussi les discriminations qui existent à l'embauche dans certains secteurs d'activité, dans certains quartiers. On sait par exemple qu'avec le même CV, la même qualification, le même parcours, si vous venez d'un beau quartier ou d'un quartier populaire, vous n'avez pas la même chance d'obtenir une réponse de la part de l'employeur. Si vous avez un nom à consonance étrangère ou un nom français, eh bien vous n'avez pas la même chance d'avoir des résultats non plus après votre candidature. Voilà autant de sujets qu'il faut englober pour aborder la question de ces trafics d'une manière convenable et pas des opérations de communication auxquelles nous habitue trop souvent Emmanuel Macron. Pense que les Français voudraient le voir un peu moins, mais que leur vie change un peu plus. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est la victoire au Sénat avec le vote contre, d'une majorité de sénateurs, contre le CETA, qui est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. C'est un camouflet pour Emmanuel Macron et une belle victoire pour toutes celles et ceux, comme c'est notre cas, qui sont opposés au libre-échange. Qu'est-ce que le CETA? Le CETA, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui a été discuté en 2014 et qui a commencé à s'appliquer à partir de 2017, dès lors que les chefs d'État de l'Union européenne et du Canada ainsi que le Parlement européen ont donné leur accord pour cela. Vous savez qu'à la France Insoumise, nous sommes opposés au libre-échange, au grand déménagement du monde et à la concurrence déloyale à laquelle il participe, puisque les traités de libre-échange mettent les travailleurs en concurrence, mettent notre système agricole en rude concurrence également, et finalement participent de l'impact environnemental du grand déménagement du monde. Le traité CETA entre l'Union européenne et le Canada prévoit donc, comme la plupart des traités de libre-échange, l'abaissement des barrières douanières pour faciliter les échanges commerciaux et le fait d'harmoniser, généralement vers le bas d'ailleurs, les normes qui permettent aussi de faciliter les échanges. Ces traités de libre-échange XXL aussi prévoient notamment l'instauration de tribunaux spéciaux qu'on appelle des tribunaux d'arbitrage, une sorte de justice parallèle qui, en vertu de ces traités, permettent à des multinationales, à des entreprises, si elles considèrent que les législations des États contraignent leurs intérêts, d'attaquer ces États dans ce cadre particulier des tribunaux d'arbitrage, tribunaux spéciaux. Le CETA s'applique depuis 2017, depuis que les chefs des gouvernements, les chefs d'État y ont donné leur accord, ainsi que le Parlement européen, mais il ne s'applique que provisoirement, puisque certains sujets dans ce traité, et notamment la question des tribunaux spéciaux, sont des sujets qui sont de la compétence des parlements nationaux. Or, les parlements nationaux n'avaient pas donné leur avis au moment où le CETA avait été discuté. Par conséquent, la Commission européenne applique de façon provisoire le CETA. Mais il s'applique déjà, les échanges commerciaux ont déjà lieu, et notamment nos agriculteurs, on pense particulièrement aux éleveurs bovins, font face à la concurrence déloyale du Canada, puisque au Canada, par exemple, les normes ne sont pas les mêmes et on peut encore utiliser certaines farines animales ou certains produits comme les antibiotiques. Le CETA s'applique provisoirement. En 2019, l'Assemblée nationale a voté en faveur du CETA. À l'époque, souvenez-vous, la Macronie avait une ample majorité à l'Assemblée nationale. Et ensuite, du coup, le texte, comme c'est le parcours de tout acte législatif, devait passer au Sénat. Le gouvernement a traîné des pieds, a fait ce qu'il fallait pour empêcher que le texte arrive au Sénat,
puisqu'il avait anticipé que les sénateurs, s'ils avaient à se prononcer, voteraient contre et donc empêcheraient la ratification du CETA. Oui, mais voilà, les parlementaires du groupe communiste ont décidé au Sénat de mettre ce sujet dans leur niche parlementaire ce 21 mars, et le Sénat a voté, et a voté de façon très majoritaire contre le CETA. Par conséquent, maintenant, le texte, comme vous le savez, quand l'Assemblée et le Sénat sont en désaccord, le dernier mot revient à l'Assemblée, le texte doit donc revenir à l'Assemblée nationale. Et si le texte revient à l'Assemblée nationale, la majorité ayant changé depuis la dernière élection législative, parce que vous savez qu'en 2022, grâce notamment à l'émergence de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la Macronie n'a plus cette majorité absolue qu'elle avait en 2019, tout porte à croire que si le CETA était de nouveau discuté et voté à l'Assemblée nationale, il y aurait cette fois une majorité contre. Il y a donc toutes les raisons de penser qu'Emmanuel Macron va tout faire pour que le CETA n'arrive pas à l'Assemblée nationale, parce que si nous votons contre à l'Assemblée, eh bien sa ratification sera définitivement rejetée, et donc la Commission européenne devra suspendre son application. Et donc nous demandons à Emmanuel Macron de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le CETA. S'il ne le fait pas, il y aura des initiatives parlementaires qui le permettront, et cela devrait nous permettre de mettre fin à l'application provisoire de cet accord et de définitivement l'enterrer, ce qui serait une grande victoire pour nos agriculteurs et pour toutes celles et ceux qui, pour plein de raisons, sont opposés au libre-échange. Je rappelle qu'au Parlement européen, le groupe que préside Manon Aubry, le groupe de la gauche européenne, est le seul groupe qui a voté contre l'ensemble des traités de libre-échange entre l'Union européenne et ses partenaires. Vous l'avez peut-être vu depuis quelques jours, il y a une panique budgétaire au sommet de l'État. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ont peur de la dette et du déficit. Certains vont même jusqu'à dire que notre pays prendrait le chemin de la Grèce. Alors cette peur qu'ils ont, en réalité, c'est eux qui l'ont très largement créée, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Bruno Le Maire est, de ces 15 dernières années, le ministre de l'économie et des finances qui a le plus creusé la dette. 810 milliards d'euros de dette en plus sous l'action de Bruno Le Maire. Alors, il pourrait très bien s'en défendre en disant oui, mais il y a eu aussi au milieu la période Covid et le fameux quoi qu'il en coûte. Ça représente à peu près 200 milliards. Même si on les ampute de la dette qu'il a creusée, ça reste lui qui a le record du creusement de la dette et du déficit. On a envie de faire en sorte de ne pas paniquer parce qu'en réalité, y compris leur trouille vis-à-vis de la dette est largement surjouée. Elle vise surtout à permettre d'appliquer des recettes qui sont les recettes voulues par l'Union européenne et la Commission, qui sont des coupes budgétaires et des politiques d'austérité. En réalité, la dette, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Pourquoi? D'abord parce que, contrairement à la dette que vous contractez lorsque vous empruntez pour, par exemple, acheter votre maison, votre appartement ou acheter une voiture, la dette publique, elle est étrangement rapportée à une année de production, le produit intérieur brut, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Surtout que la dette publique, c'est souvent de l'investissement et qui rapporte à long terme. Mais surtout, il n'y a pas de panique à avoir puisque la Banque centrale européenne peut très bien racheter des titres de dette directement aux États. L'instrument de la dette est utilisé pour faire peur, pour justifier des politiques qui vont contre le peuple, contre la protection sociale, contre les services publics, dont on voit déjà qu'ils sont largement mis en difficulté dans notre pays. Vous avez peut-être vu que cette semaine, les fonctionnaires ont manifesté parce que leurs conditions de travail et leurs salaires sont de plus en plus faibles, mais surtout, nous avons besoin de dépenses publiques, notamment pour faire face à la crise climatique, pour mieux protéger. Or, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron veulent désormais maîtriser de nouveau la dépense publique, redresser les comptes publics, d'autant plus qu'ils ont fixé un cap pour 2027 qui est le respect des fameux 3% de déficit budgétaire. Pourquoi respecter 3% de déficit? Eh bien, encore une fois, pour plaire à l'Union européenne des traités qui prévoit ces 3% de déficit, sans qu'on sache véritablement pourquoi. Ceux qui ont participé à l'époque à la définition de ces 3% de déficit disent eux-mêmes que c'était 3%, ça aurait pu être 4 ou 5, c'était assez hasardeux, mais comme l'Union européenne a décidé 3%, tous les États doivent s'aligner sur ces 3% et faire en sorte de passer dans le tunnel des 3% et donc faire toutes les coupes budgétaires à côté de cela qui permettraient d'obtenir et d'atteindre cet objectif. En revanche, à chaque fois qu'ils veulent maîtriser les dépenses publiques, les libéraux, Macron, Le Maire, s'attaquent à la protection sociale. Vous avez vu par exemple que Bruno Le Maire a dit la gratuité pour tout de manière inconditionnelle, ça suffit. D'abord, on rappelle à Bruno Le Maire qu'il n'y a strictement rien de gratuit. La protection sociale est le fruit des cotisations, du système assurantiel. Vous travaillez, vous avez un salaire, vous cotisez pour prévoir les risques de la vie et la protection sociale, vous payez des impôts et donc vous financez les services publics. Il n'y a rien de gratuit, tout se paye. De la même manière, Bruno Le Maire dit qu'il faut interroger l'efficacité, la performance des dépenses publiques parce qu'on empile les dépenses publiques sans se soucier véritablement de l'efficacité de ce qu'on dépense. Oui, mais attendez, eux, ils ont beaucoup dépensé.
Ils ont beaucoup jeté d'argent public par les fenêtres, notamment en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches. C'était par exemple la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'instauration du taux fixe de la flat tax. Eh bien, tout ça, c'est énormément de pertes de recettes pour l'État. Et ont-ils interrogé l'efficacité de ces politiques? Non, ils ne l'ont pas fait. Plus exactement, des organismes, y compris gouvernementaux, se sont chargés d'évaluer ces politiques. Et là où Emmanuel Macron nous promettait que redistribuer du capital à celles et ceux qui en avaient déjà le plus, ça allait ensuite, souvenez-vous-en, ruisseler sur toute l'économie, ce que l'on a vu surtout, c'est que ça a beaucoup concentré la richesse entre quelques mains, mais pas que ça a eu quelque efficacité que ce soit sur l'économie du pays. D'ailleurs, c'est établi aujourd'hui. Le seul véritable résultat mesurable de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, c'est l'accroissement, la concentration des richesses entre quelques mains, avec ce résultat qu'aujourd'hui, vous le savez désormais, 5 milliardaires en France possèdent à eux 5 autant que 27 millions de Français. Des Français qui sont de plus en plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté, près de 12 millions de personnes, et d'autres qui se gavent littéralement. Alors, si Emmanuel Macron et Bruno Le Maire veulent redresser nos comptes publics, plutôt que de s'attaquer une nouvelle fois à nos services publics, à la protection sociale, à tout ce dont nous avons besoin, il ferait mieux de penser d'autres solutions, on leur en suggère quelques-unes pour les aider. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, les Français y sont hyper favorables. La fin de la flat tax, des contreparties aux aides publiques versées aux entreprises, parce que les premiers assistés en France, il faut bien le dire, ce sont les grands groupes qui sont littéralement biberonnés aux aides publiques, et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, dont vous ne savez peut-être pas qu'elle pèse 100 milliards d'euros en France. Voilà des pistes qui devraient permettre de rassurer Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Bon, vous l'avez vu, la campagne des élections européennes s'installe doucement dans le paysage. Beaucoup ont lancé leur campagne, c'est le cas du Rassemblement national, c'est le cas de Renaissance, le groupe macroniste, mais c'est aussi notre cas à nous, avec la France Insoumise et la liste de l'Union populaire, qui a fait son lancement derrière Manon Aubry le week-end dernier. La campagne des élections européennes commence et les enjeux sont extrêmement importants et multiples. La plupart des préoccupations principales des Français ont directement trait avec la politique qui est menée à l'échelle de l'Union européenne. Ces dernières semaines, on a parlé beaucoup de libre-échange, on a parlé à l'instant avec le CETA, c'est directement la politique menée par l'Union européenne. On a parlé beaucoup d'agriculture également, évidemment, c'est au niveau de l'Union européenne que ça se passe. Beaucoup des préoccupations quotidiennes des Françaises et des Français, par exemple le coût de la vie, la question des prix, notamment du prix de l'énergie, sont directement liées aux politiques qui sont menées à l'échelle européenne. On pense par exemple au marché européen de l'électricité. Évidemment, il y a ces enjeux européens, la nécessité d'avoir le plus possible de députés de la France Insoumise, de l'Union populaire au Parlement européen. Mais au-delà de ces questions et des enjeux propres au Parlement européen, il serait illusoire de ne pas voir la réalité du paysage politique qui va se dessiner d'abord ici en France à l'issue de ces élections. Puisque le 9 juin 2024, on sera environ à la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Ce seront donc des élections de mi-mandat et le résultat de ces élections dira quelque chose du paysage politique français pour les mois et les années à venir sans doute. Et évidemment que le 9 juin 2024 commence l'après Emmanuel Macron. Et donc c'est dans ce contexte que la campagne est lancée. D'abord, il y a un enjeu, c'est que pour pouvoir voter le 9 juin, il faut être inscrit sur les listes électorales d'ici au 3 mai. Or, aujourd'hui en France, il y a près de 12 millions de personnes qui ne sont pas ou qui sont mal inscrites sur les listes électorales. Par exemple, quand vous déménagez, il faut penser à faire votre mise à jour et vous réinscrire sur les listes électorales. 12 millions de personnes, c'est 20% du corps électoral. Et le gouvernement, sans doute, ne fera rien pour faciliter l'inscription, pour la raison qu'il a bien conscience du fait que faciliter l'inscription et pousser à l'inscription et pousser au vote, c'est accroître la participation populaire dont ils ne veulent pas, faisant le pari que leurs électeurs à eux, les plus riches, les gens des beaux quartiers, seront de toute façon mobilisés pour les élections européennes, mais que ces élections seront marquées par une abstention qu'ils espèrent pour que le résultat des courses ne change pas et qu'on se retrouve une nouvelle fois enfermé dans un face-à-face entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Il y a donc un premier enjeu, c'est d'ici au 3 mai, faire en sorte que tout le monde s'inscrive correctement sur les listes électorales, soit en allant en mairie, soit en le faisant sur Internet. Et pour ça, il y a un site Internet qui vous permet de vérifier votre situation, qui a été créé par la France Insoumise, ça s'appelle onvoteinsoumis.fr. Sur ce site, vous pouvez vérifier votre situation électorale. Ensuite, évidemment,
Il faut mobiliser les électrices, les électeurs. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que parmi les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, ils étaient 8 millions, donc ça fait beaucoup de monde. S'il y avait eu 8 millions de personnes qui votaient pour la liste de Manon Aubry le 9 juin prochain, nous serions largement en tête du scrutin. Ces 8 millions de personnes qui ont voté avec nous, qui ont voté pour notre programme, l'Avenir en commun, en 2022, elles pourraient très bien décider de reproduire ce vote, et il faut qu'elles le reproduisent le 9 juin prochain. Sauf que pour l'instant, les sondages nous disent que parmi ces 8 millions de personnes, ces 8 millions d'électrices et d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y en a seulement 40% qui ont l'intention d'aller voter aux élections européennes. Le principal enjeu pour nous, donc, c'est de faire campagne pour que toutes celles et ceux qui ont voté Mélenchon en 2022 le refassent le 9 juin 2024 en votant pour la liste de l'Union populaire conduite par Manon Aubry. Nous aurions aimé, dans cette élection, vous le savez, que la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale que nous avons créée en juin 2022, soit rassemblée. Nous avions, à l'époque, signé un programme qui nous engage toutes et tous, avec notamment une quarantaine de pages sur les questions européennes. Nous pouvions dépasser les quelques désaccords qui persistent, puisque nous avions un programme de gouvernement qui traitait largement de la question européenne. Malheureusement, vous le savez, nos partenaires d'alors ont fait d'autres choix, et leur choix fait que la gauche part en ordre dispersé. C'est pas faute pour la France insoumise d'avoir tout tenté. Même nous avons proposé aux écologistes de conduire la liste d'un rassemblement. Ils n'en ont pas voulu. Eh bien, grand bien leur en face, mais celles et ceux qui ont voté pour la NUPES en juin 2022, celles et ceux qui croient en ce rassemblement autour d'un programme de rupture, et non pas un programme qui s'accommode de l'Union européenne dans sa construction libérale, eh bien, ont une liste pour cela. Une liste fidèle à l'esprit de la NUPES, une liste fidèle au programme de la NUPES, la liste conduite par Manon Aubry de l'Union populaire soutenue par la France insoumise. Et donc, cette liste est une liste à l'image de la société qui a été construite après avoir reçu plus de 1600 candidatures. Dans cette liste, il y a bien sûr la superbe équipe sortante du Parlement européen qui était élue précédemment avec la France insoumise, mais vous avez aussi des profils d'ouverture qui ont beaucoup fait parler ces derniers temps, notamment, je pense, à quelques profils comme celui d'Anthony Smith, inspecteur du travail. Vous avez des profils d'ouverture aussi de gens qui rejoignent cette dynamique qui n'en était pas précédemment. Je pense par exemple à l'eurodéputé Damien Carême, qui fut maire de Grande-Synthe, député ELV. Vous avez également Rima Hassan, juriste franco-palestinienne qui porte fortement le combat, notamment pour la cause palestinienne et pour la cause des réfugiés. Bref, autant de profils qui viendront renforcer au Parlement européen l'équipe que vous connaissez déjà, autour de Manon Aubry, Younous Omarjee, Marina Mesure, Laïla Chaibi, bref, des profils que vous avez identifiés de combattants à l'échelle de l'Union européenne. Si vous voulez en effet que dans le paysage politique, le 9 juin au soir, on ne soit pas enfermé dans le fameux duel entre l'extrême droite et la Macronie, eh bien incontestablement, c'est pour cette liste qu'il faut voter. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos collègues, parlez-en partout, mais faites en sorte qu'il y ait cette mobilisation populaire sans laquelle rien ne sera possible. Si la participation est au rendez-vous, oui, nous pouvons challenger l'extrême droite lors de l'élection européenne. Si l'abstention est au niveau auquel les sondeurs l'anticipent aujourd'hui, clairement, il y aura Macron-Le Pen. Et c'est ce que nous allons tenter de déjouer ces prochaines semaines. Et pour cela, il faut tout faire. Du porte-à-porte, aller avec des sonos et des micros sous les fenêtres dans les quartiers pour dire qu'il faut aller voter, qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la convention de l'Union populaire qui s'est tenue à Villepinte et qui a rassemblé plus de 3000 personnes était un moment très enthousiasmant. Et je crois que maintenant, tout le monde a envie de faire campagne et tout le monde a bien saisi l'enjeu de cette élection européenne. Donc avant le 3 mai, on s'inscrit et le 9 juin, on vote pour la liste conduite par Manon Aubry. Bon, évidemment, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de la situation internationale qui fait la une de l'actualité. Vous avez vu les déclarations ces dernières semaines d'Emmanuel Macron qui se dit prêt à envoyer des troupes et ne fixe aucune limite à l'action de la France sur le front qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Évidemment, nous sommes en désaccord total avec le président de la République. D'ailleurs, beaucoup de nos alliés, les alliés de la France, ont signifié leur désaccord avec les postures d'Emmanuel Macron. Non, nous ne pensons pas que cette guerre va se régler avec l'émergence et l'implication d'autres puissances dans ce conflit. Évidemment, l'action de la Russie depuis 2 ans, en violation du droit international, le fait qu'elle ait envahi l'Ukraine est absolument intolérable. Toutes les sanctions possibles
doivent être prises contre la Russie. Évidemment, la France doit poursuivre son soutien à l'Ukraine, mais il y a pour nous une ligne rouge qu'Emmanuel Macron désormais refuse de fixer. C'est celle qui ferait de la France un co-belligérant et qui ferait entrer donc la puissance nucléaire que nous sommes dans une guerre avec une autre puissance nucléaire, en l'occurrence la Russie. Ça, c'est la ligne rouge. Alors bien évidemment, c'est facile depuis les plateaux de télé de dire qu'il faut passer en économie de guerre, qu'il n'y a aucune limite à notre implication. En revanche, si tout cela se concrétisait, ce serait absolument dramatique et ça risquerait de plonger le monde dans une troisième guerre mondiale. Alors que celles et ceux qui depuis les plateaux télé se font les va-t-en-guerre nous disent clairement comment ils ont l'intention de venir à bout de cette guerre. Est-ce que c'est en allant à Moscou? Est-ce que c'est en entrant en guerre contre la Russie? C'est de ça dont il s'agit. Non, nous ne le pensons pas. Nous pensons que la France doit maintenir une tradition qui était la sienne, une tradition diplomatique, et que préparer la paix, construire la paix, ce n'est pas capituler, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas considérer que la Russie aurait gagné, c'est prendre des initiatives diplomatiques, par exemple sous l'égide de l'OSCE, pour discuter de ces conflits autour des frontières, et tout le monde sait que tôt ou tard, de toute manière, ça se réglera par la négociation. Donc inutile de faire monter plus avant les tensions. Soutien à l'Ukraine, oui, mais pas dans les conditions définies par Emmanuel Macron. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, à l'Assemblée, nous avons voté sur l'accord qui a été conclu entre Zelensky et Macron, mais en réalité ce vote était non contraignant, il n'avait aucun impact direct sur cet accord. Et dans cet accord, il y avait notamment des éléments avec lesquels nous sommes en désaccord, qui ne participent pas à l'aide concrète à l'Ukraine, mais qui viendraient nous mettre, nous, en plus grande difficulté, et notamment nos agriculteurs. Je pense à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous ne sommes pas d'accord. Pas d'ailleurs que nous ayons un problème particulier avec l'Ukraine. Évidemment, ils ont un SMIC qui est extrêmement faible, mais ils ne sont pas les seuls à prétendre rentrer dans l'Union européenne avec ces niveaux de salaire. Mais nous sommes, par principe, opposés à tout élargissement de l'Union européenne qui se ferait sans harmonisation sociale et fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, les traités de l'Union européenne, ceux que les Français ont refusés par référendum en 2005, mais qui s'appliquent malgré tout, empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Et donc, l'intégration de pays avec des niveaux de salaire très bas, avec des conditions de production qui ne sont pas les nôtres, eh bien, procède d'une concurrence déloyale que nous ne pouvons pas accepter. De la même manière, cet accord prévoit en quelque sorte l'introduction de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique avec laquelle nous sommes également en désaccord. Nous ne pensons pas que c'est cette surenchère guerrière qui va permettre de construire la paix et nous pensons que celles et ceux qui le soutiennent sur les plateaux télé ne disent pas quel est concrètement leur but et comment ils comptent sortir de cette situation. Sur la question internationale aussi et surtout, celles et ceux qui réclament à juste titre le respect du droit international pour les Ukrainiens, celles et ceux qui réclament à juste titre des sanctions contre Vladimir Poutine et son régime, devraient avoir autant de force dans la voie pour réclamer le droit international pour les Palestiniens et pour réclamer des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite suprémaciste de M. Netanyahou en Israël. Car la situation à Gaza est une situation de génocide. La Cour internationale de justice a statué sur le risque génocidaire et cette décision de la Cour oblige les États signataires de la Convention contre le génocide. La France, qui est donc signataire de cet accord, doit agir. Or aujourd'hui, on ne voit pas qu'Emmanuel Macron agisse. Il est urgent que la France redemande le cessez-le-feu. Il est urgent que la France cesse d'envoyer des armes à Israël, car aujourd'hui, la plupart des armes qui se retournent contre les civils à Gaza sont des armes qui viennent de l'étranger et notamment de la France. Vous savez qu'il y a 31 700 civils palestiniens qui ont été tués en 5 mois, dont 13 000 enfants, ce qui fait que c'est d'ailleurs plus d'enfants morts en 4 mois à Gaza que d'enfants morts à travers le monde en 4 ans de conflit à l'international. Il faut que la France cesse d'envoyer des armes, qu'Emmanuel Macron fasse un embargo sur les armes. De la même manière, il est urgent que la France reconnaisse l'État de Palestine. Il y a urgence à agir pour la paix. Et Emmanuel Macron, qui a de grands discours à faire sur la question de l'Ukraine, doit agir également avec force sur la question du Proche-Orient et sur ce qui se passe à Gaza. Bon, voilà pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de sujets. On aurait pu en aborder bien d'autres. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. Et puis pour suivre la suite de nos aventures, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.